Bonjour, donc le thème cette semaine, c'est comprendre les maladies cardiovasculaires. On aborde ce thème-là au tout début parce que c'est la base de la prise en charge de votre santé cardiovasculaire. Donc la réadaptation cardiaque fait partie du traitement de la maladie, mais pour bien évoluer là-dedans, il faut tout d'abord bien comprendre comment notre cœur fonctionne puis comment le système cardiovasculaire peut en être affecté. L'objectif de cette présentation-là, c'est tout d'abord, comme j'ai mentionné, de comprendre comment notre cœur fonctionne, les différents types de maladies cardiaques et spécifiquement chez les femmes. Et pour terminer, les tests et procédures qui existent dans le traitement des maladies cardiaques. Donc, c'est quoi ça fait un cœur? La plupart pourraient dire qu'ils sont conscients que le cœur est essentiel à la vie, mais si on décortique un petit peu, c'est quoi le rôle principal? En fait, c'est un muscle qui pompe le sang. Okay? Puis ce muscle-là va pomper le sang. Donc, chaque battement de cœur, ça va agir comme pompe qui va envoyer du sang qui est rempli d'oxygène pour votre corps. Donc, autant pour notre cerveau, autant pour nos muscles, nos organes vitaux, et aussi pour le cœur en soi, parce que vu que c'est un muscle, pour fonctionner, il doit aussi recevoir de l'oxygène. Si on le décortique un petit peu, le cœur a différentes chambres. Donc, on parle des espaces, des pièces en fait, qui sont séparées. Il y a les oreillettes qui sont les chambres qui se situent sur le haut du cœur. Puis on a les ventricules qui sont les espaces, les chambres qui se situent dans le bas du cœur. On a les valves. Des valves, c'est comme des portes qui s'ouvrent et qui se referment pour faire circuler ou empêcher la circulation du sang entre les chambres. On a aussi des vaisseaux sanguins. Donc, le sang circule au travers des vaisseaux sanguins. Donc, à partir du cœur, il y a un gros vaisseau sanguin qui s'appelle l'aorte et qui va se séparer en plusieurs branches dans le corps pour faire le chemin et se rendre aux organes ou aux muscles voulus. Donc, le cœur, pour faire son travail de pomper le sang, il y a différents mécanismes qui doivent être en fonction. Donc, un des systèmes, c'est le système d'électricité. Donc, on a un système électrique dans le cœur pour que le muscle puisse avoir l'information à savoir quand c'est le temps de se contracter ou bien de se relâcher. On a les valves, comme on mentionnait. Donc, pour que le sang puisse bien sortir et aller donner l'oxygène au corps, il y a des moments où le cœur, ou le sang, pardon, ne doit pas circuler entre les chambres ou bien ne pas circuler vers un vaisseau. Et il y a d'autres moments que ça doit circuler. Puis ça, ben, c'est les valves. Ce sont les valves qui s'en occupent pour assurer que l'oxygène se rende de la meilleure façon. Je parlais tantôt que le cœur a besoin d'oxygène pour fonctionner parce que le cœur est un muscle. Donc, pour arriver à recevoir l'oxygène, il y a aussi des vaisseaux, des artères qui viennent donner de l'oxygène aux muscles du cœur. Donc, on a aussi de la plomberie dans notre cœur. Donc, ici, on voit une image de cette plomberie-là du cœur. Donc, ce sont les artères qui viennent donner l'oxygène aux muscles du cœur, qui s'appelle le myocarde. Et on a des artères principales qui sont nommées. Donc, on a 3 artères principales. Donc, la première est l'artère qui se dirige vers la gauche, mais qui est séparée en 2 vaisseaux principaux. Donc, on a l'artère circonflexe et l'artère interventriculaire antérieure, qu'on entend souvent sous le nom de l'IVA. Donc, si vous avez entendu que vous aviez eu un tuteur ou une intervention sur l'IVA, ben, c'est ce vaisseau-là qui s'en va donner l'oxygène là, sur le devant du cœur, toute la partie gauche principalement. Et on a à droite l'artère coronaire droite. Donc, ces 3 vaisseaux-là vont se séparer en plus petites branches pour aller donner l'oxygène nécessaire partout
au myocarde, donc le muscle du cœur qui va servir de pompe pour le sang partout dans le corps. Cette plomberie-là du cœur, donc les artères du cœur, ce sont des petits vaisseaux. Et ça peut arriver qu'ils développent à l'intérieur du vaisseau des plaques qu'on appelle d'athérosclérose. Ces plaques-là sont formées en partie de cholestérol, mais aussi d'inflammation puis de calcium. Ces plaques-là, quand ils viennent s'installer à l'intérieur du vaisseau, au départ, c'est pas problématique, mais plus ça avance, comme vous voyez dans l'image, plus ça vient obstruer l'espace qu'il y a à l'intérieur du vaisseau pour que le sang puisse bien circuler, donc pour que l'oxygène se rende comme il faut aux muscles du cœur. Donc, c'est ce qui arrive quand le sang rempli d'oxygène ne peut pas se rendre en quantité suffisante à votre muscle du cœur. Ben, il se retrouve en manque d'oxygène et c'est ce qui cause de l'angine, OK, ou un infarctus. OK? Fait que si on regarde là, le troisième vaisseau, si on part de la gauche dans l'image qu'on voit, donc le troisième, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour le sang. Il y en a un petit peu. Donc, ce que ça peut faire, ça, c'est que quand on est au repos, on se sent correct, mais aussitôt qu'on fournit un effort, donc le cœur a besoin plus d'oxygène, mais vu qu'il n'y a pas suffisamment d'espace à l'intérieur, ben cet oxygène-là ne peut pas être acheminé en quantité suffisante. Donc, on appelle ça de l'ischémie. Donc, de l'angine, c'est de l'ischémie du myocarde. Donc, c'est le manque d'oxygène aux muscles du cœur. Ce qui peut arriver aussi, c'est que cette plaque-là peut être fragile et se rupturer. Puis quand elle se rupture, bien, comme n'importe quelle réaction quand on a une blessure ou qu'on se coupe, bien, notre corps a un mécanisme de défense, il vient arrêter le saignement et il vient coaguler le sang. Donc, s'il n'y avait déjà pas d'espace beaucoup dans le vaisseau et que là, la plaque se rupture puis ça vient coaguler, donc ça vient comme faire un amas de sang épais, comme un caillot, bien, ça vient boucher complètement le vaisseau. Et ça, c'est un infarctus. Donc, quand il y a une artère qui est bloquée, donc il n'y a pas de sang qui se rend de façon prolongée, comme dans le cas d'un infarctus, donc une crise cardiaque, bien, c'est sûr que le muscle qui est en ischémie, qui n'a pas d'oxygène, bien, il devient endommagé. Donc, c'est possible qu'après une intervention, si elle est faite rapidement, c'est possible que les cellules du muscle du cœur redeviennent fonctionnelles avec la récupération. Par contre, tout dépendant de la région du cœur qui est atteint, ça se peut qu'on reste avec une insuffisance cardiaque. Ça veut dire que la pompe ne soit plus en mesure de fonctionner autant efficacement. Donc ça, on appelle ça de l'insuffisance cardiaque. L'angine et l'infarctus, la manière ça se présente en termes de symptômes, c'est de façon fréquente. Ça va se présenter sous un serrement ou une pesanteur à la poitrine qui peut irradier, qui peut monter vers le cou, la mâchoire, se diriger vers les bras ou amener même un point ou une douleur là, aux omoplates. Par contre, ça peut se présenter de façon complètement différente pour des personnes. Par exemple, ça peut être un essoufflement qui est excessif, qui est inhabituel. Ça peut être une fatigue extrême, prolongée. Ça peut être d'autres sensations, d'autres symptômes qui font que vous n'êtes pas bien et que c'est inhabituel pour vous. Donc, d'une personne à l'autre, ça peut varier. Mais de connaître, vous, vos propres symptômes, c'est la façon qui est la plus fiable pour savoir si vous devez consulter pour ces symptômes-là. Maintenant, les différents tests
pour les maladies cardiovasculaires. Donc, on va faire le tour des différents tests qui sont les plus fréquents. Donc, le premier, c'est l'électrocardiogramme, qu'on entend souvent sous le nom d'ECG. Donc, ça, c'est fort possible que quand vous avez vos suivis avec votre cardiologue, vous ayez cet examen-là, donc un électrocardiogramme, avant de rencontrer le médecin. Donc, c'est une façon rapide de bien voir, de bien mesurer l'activité électrique dans le cœur. Donc, de vérifier aussi votre fréquence cardiaque et son rythme. Donc, si le rythme de votre cœur est normal. Et ça permet de diagnostiquer certains problèmes cardiaques ou d'aller pousser un peu plus l'investigation si jamais il voit des changements inhabituels à votre ECG. Ça peut être fait au repos ou bien ça peut être fait aussi à l'effort. Donc, si vous avez un test à l'effort sur un tapis roulant, c'est possible que vous en ayez un avec un suivi standard en cardiologie, mais ils vont aussi mettre un ECG pendant votre effort pour voir comment votre cœur répond à l'exercice. Un autre test qui existe en cardiologie est un test en imagerie nucléaire qu'on appelle MIBI. Donc, ce test-là, en fait, ça, par un produit qui est injecté, permet de montrer plus précisément l'apport sanguin vers le cœur. Ça permet de voir s'il y a des régions du cœur qui seraient affectées, donc qui pourraient ne pas recevoir assez de sang dû à des vaisseaux qui pourraient être obstrués, comme on a vu plus tôt. Je vous ai parlé du test à l'effort. Donc, c'est un électrocardiogramme que vous avez pendant votre effort. Ça va mesurer, oui, votre fréquence cardiaque à l'exercice. Ils vont aussi mesurer votre pression artérielle, vos symptômes, puis le rythme électrique de votre cœur à l'effort. Ça, c'est un test qui nous permet, en réadaptation cardiaque, de trouver la bonne posologie d'exercice pour vous. Donc, la coronarographie, c'est possible que vous ayez déjà eu cet examen-là. Si vous avez fait un épisode aigu d'angine ou un infarctus. Donc, c'est un test. Donc, ils vont installer un cathéter, puis ils vont injecter un produit contraste pour bien imager les artères de votre cœur. Fait que ça prend des images pour voir si la circulation sanguine dans les artères de votre cœur, elle est bonne ou s'il voit une obstruction. Donc, on a mentionné au début là, le processus des plaques d'athérosclérose qui peut arriver dans le temps. Bien, ces plaques-là, ça s'appelle la maladie coronarienne athérosclérotique. Et cet examen-là permet de voir à quel endroit, à quelle région, sur quelle artère vos blocages se retrouvent et leur ampleur. Ça veut dire, est-ce que c'est une obstruction qui est minime? Est-ce que c'est la moitié? Est-ce que c'est presque bloqué? Est-ce que c'est presque obstrué complètement? Fait que cet examen-là permet d'avoir une meilleure idée de à quel endroit puis à quel niveau la maladie est installée dans les vaisseaux. Maintenant, les différents traitements qui sont possibles en lien avec la maladie coronarienne. Donc, si on voit le pontage aorto-coronarien, c'est en fait une intervention qui est sous anesthésie. Donc, on entend souvent, là, j'ai été opérée à cœur ouvert. Donc, ils vont venir vraiment aller directement où le cœur ou les vaisseaux. Ils vont déterminer, ils ont déjà prédéterminé en fait à quel endroit votre blocage ou vos blocages étaient situés. Et ils vont venir faire un pont avec soit une artère qui vont dévier, comme vous avez peut-être, si vous avez eu des pontages, vous avez peut-être entendu qu'ils ont pris l'artère mammaire. Ils peuvent faire dévier une artère du cœur ou bien prendre une veine qui peut être prise là, au niveau de la jambe, donc la veine saphène,
ou des fois, ils peuvent prendre d'autres vaisseaux dans votre cœur, comme l'artère radiale, qui est plus au niveau du bras. Donc, ils viennent greffer un vaisseau pour contourner ce blocage-là, pour faire un pont. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un pontage. Donc, on voit ici là, le avant, la circulation est impossible parce que c'est bloqué, hein, la petite section qui est plus noire. Puis quand on regarde le après, ben, c'est qu'il y a comme un nouveau vaisseau qui est greffé pour que le sang puisse se rendre malgré ce blocage-là. L'autre traitement qui est aussi fréquent, qui est fait généralement dans le cadre de la coronarographie. Donc, une fois qu'ils vont avoir bien imagé à quel endroit le blocage est, c'est possible qu'ils puissent aller venir débloquer, donc qu'on appelle dilater votre vaisseau pour que le sang reprenne sa circulation. Donc, on voit les étapes ici. On voit le numéro 1, on voit qu'il y avait effectivement un blocage qui était, donc l'artère était obstruée. Donc, avec le cathéter, ils vont être capables d'aller dans cette plaque-là et de faire développer un ballonnet qui va venir écraser la plaque. Puis ensuite, avec ce ballonnet-là, ils vont laisser un tuteur. Donc, c'est comme un petit ressort là, en forme de grillage, un peu comme un petit ressort de stylo là, qui vont venir laisser dans le vaisseau pour préserver l'artère ouverte pour que la circulation du sang se fasse comme il faut. Donc, on appelle ça une angioplastie. Si vous avez eu des tuteurs, ben, c'est de cette façon-là qu'ils ont inséré ça. Maintenant, ces traitements-là, c'est des traitements qui viennent réparer en aigu, donc au moment, un blocage qui vient vous créer qui vient vous créer de l'angine ou bien un infarctus. Donc, il faut qu'il éteigne le feu là, au moment où ça arrive. Mais vous voyez que c'est pas ça qui empêche les plaques de s'accumuler dans vos vaisseaux. Donc, l'athérosclérose qui est présente doit être traitée avec, oui, des médicaments qui vous ont peut-être déjà prescrits et la réadaptation cardiaque où on va, via l'exercice et via d'autres comportements de santé, diminuer le risque qu'il y ait des plaques qui s'accumulent à nouveau. Donc, la semaine prochaine, le prochain thème, on va voir les différents facteurs de risque de la maladie coronarienne. Donc, on va voir toutes les conditions qui prédisposent à l'accumulation de ces plaques-là. Parce qu'une fois qu'ils ont soit contourné le blocage par des pontages ou bien qu'ils ont installé des tuteurs, bien là, on veut préserver vous allez vouloir préserver votre santé cardiovasculaire et diminuer le risque de l'athérosclérose. Donc, il y a des plaques qui s'accumulent à nouveau sur d'autres endroits, d'autres vaisseaux. Ou d'autres places sur les artères du cœur. Donc, on va voir ça la semaine prochaine, là, voir comment vous pouvez prendre contrôle de cette maladie coronarienne-là. On a vu plutôt qu'il y avait, oui, de la plomberie au niveau du cœur. Il y avait aussi des valves. Donc, le cœur peut, oui, avoir une atteinte au niveau des vaisseaux, donc la plomberie de votre cœur, mais aussi les valves peuvent être affectées de différentes formes. Donc, dans le cœur, pardon, on a des valves qui sont utiles à des endroits différents. Donc, on a la valve mitrale. Cette valve-là, elle sépare l'oreillette gauche du ventricule gauche. Donc, elle empêche le sang du haut du cœur à gauche de se mélanger avec le ventricule, donc le bas du cœur à gauche, ou bien permet le passage du sang de l'oreillette vers le ventricule quand il s'ouvre. On a la valve aortique. Ça, c'est la valve qui est située entre le ventricule gauche et l'aorte qu'on a vu tantôt, qui était le vaisseau principal qui s'en va se séparer en différents plus petits vaisseaux pour donner l'oxygène partout dans le corps.
mais cette valve-là permet la circulation entre le ventricule gauche et l'aorte quand c'est le temps, mais quand elle se referme aussi pour empêcher la circulation quand elle ne devrait pas avoir lieu. On a la valve pulmonaire. Cette valve-là fait le même travail, mais à droite du cœur, fait le même travail que la valve aortique, mais sur le côté droit du cœur, pour que le sang qui est situé dans le ventricule droit puisse bien se rendre aux poumons pour aller oxygéner notre sang. Donc le cœur à droite, c'est son rôle, c'est d'aller pomper le sang vers les poumons pour que le sang soit réoxygéné et après il revient à gauche rempli d'oxygène. Donc le ventricule droit et l'artère pulmonaire, entre les deux, il y a une valve. Et finalement, il y a la valve tricuspide. Donc, ça aussi, c'est à droite du cœur, mais c'est pour empêcher le sang de circuler entre l'oreillette droite et le ventricule ou bien de bien circuler quand c'est le temps. Donc, comme la plomberie, les valves peuvent être affectées. Donc, vous pouvez avoir une maladie d'une ou de plusieurs valves. Donc, la première situation qui peut faire en sorte que le fonctionnement d'une valve est atteint, c'est une sténose. Ça veut dire que la valve ne fait pas complètement son travail de bien s'ouvrir quand elle doit s'ouvrir. Donc, quand le sang doit circuler, par exemple, entre l'oreillette et le ventricule, normalement, la valve s'ouvre bien, le sang peut bien circuler, mais quand il y a une sténose, c'est que la valve est rétrécie, elle a plus de difficultés à s'ouvrir, puis le cœur, ben, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il pompe plus fort pour essayer de l'ouvrir. Pensez à une porte dans la maison qui a de la misère à s'ouvrir, qui est un peu coincée, ben, il faut mettre plus de force pour qu'on puisse arriver à l'ouvrir. Ben, c'est la même chose qui se produit au niveau du cœur. L'autre façon dont votre valve peut être affectée, c'est une régurgitation. Donc, c'est un peu l'inverse, c'est que là, la valve n'est pas complètement étanche. Donc, elle ne se ferme pas complètement quand elle devrait se fermer. Fait qu'il y a comme une fuite de sang entre les chambres. Euh, donc, le sang, ben, il y a une fuite. Fait qu'au lieu d'être bien hermétique entre les chambres, ben, il y a une fuite. Fait que ça aussi, ça peut diminuer l'efficacité de votre cœur. Il y a aussi une autre façon dont la valve peut être affectée, ça s'appelle un prolapsus. C'est que les clapets de la valve ne restent pas là, en bonne position. Ça fait en sorte qu'il peut manquer aussi d'étanchéité. Donc, il peut y avoir une petite fuite qui arrive là, quand le cœur se contracte. Une autre maladie au niveau cardiovasculaire que vous avez peut-être déjà entendu, c'est cette fois-ci, c'est une atteinte plus du système électrique de votre cœur. Donc, de la fibrillation auriculaire. Si on vous a dit que vous aviez ça, en fait, c'est vraiment l'électricité du haut de votre cœur, donc dans les oreillettes, qui est affectée. Normalement, un rythme normal va faire en sorte qu'on a juste un chef d'orchestre qui va décider du rythme électrique de départ. On appelle ça le nœud sinusal. Lui, il envoie une information électrique qui va faire un chemin vers le bas du cœur. Donc, il va passer par le nœud auriculo-ventriculaire et il va envoyer les informations électriques partout dans le ventricule pour que le muscle du cœur puisse bien répondre, donc puisse bien se contracter quand c'est le temps ou bien se relâcher quand c'est le temps. Mais quand on fait de la fibrillation auriculaire, c'est comme s'il n'y avait plus de chef d'orchestre qui faisait un travail. C'est qu'il y a euh, il y en a plusieurs qui se mettent à décider d'envoyer des informations électriques un peu de façon désorganisée. Donc, le chemin électrique va être anormal, mais ça va être surtout dans le haut du cœur. Donc, vos oreillettes vont se contracter un peu de façon un peu n'importe comment. Et
le bas du cœur, ben, il va filtrer ces informations-là. Donc, le cœur va être plus irrégulier. Et si vous avez de la fibrillation auriculaire, ben, ils vont regarder si le rythme est, oui, il va être irrégulier, mais ils vont regarder s'il est trop lent ou trop rapide. Et ça se peut qu'ils vous aient donné un médicament pour diminuer la coagulation du sang. Donc, un anticoagulant comme par exemple du Coumadin pour éviter qu'il se forme des caillots. Parce que vu qu'il y a beaucoup d'influx électriques dans le haut du cœur, ben les oreillettes vont se contracter un peu de façon désorganisée. Puis ça peut faire en sorte qu'il y ait un caillot qui se forme parce que le sang est un peu brassé. Fait que pour prévenir qu'il y a des caillots qui se forment, si vous avez de la fibrillation auriculaire, c'est pour ça qu'ils vous ont peut-être prescrit un anticoagulant. C'est par précaution. Maintenant, les procédures, les traitements pour une maladie des valves ou du trouble du rythme, comme par exemple la fibrillation auriculaire, bien, tout d'abord, si vous avez une atteinte de votre valve qui est problématique, c'est possible qu'ils viennent faire un remplacement de la valve ou une réparation de la valve. Donc, c'est possible que vous soyez en réadaptation cardiaque pour cette raison-là. Si votre fibrillation auriculaire ou votre arythmie est difficile à contrôler avec des médicaments ou d'autres interventions, il y a une procédure qui s'appelle une ablation qui vient brûler les foyers, en fait, les chefs d'orchestre qui n'ont pas rapport, là, qui donnent des informations électriques, mais ils viennent brûler ça dans les oreillettes, par exemple, si c'est de la fibrillation auriculaire, pour empêcher ces signaux électriques-là d'agir. Donc, c'est utilisé pour corriger là, vraiment les problèmes du rythme cardiaque, donc des arythmies. C'est possible aussi que, tout dépendant du type d'arythmie que vous avez, qu'on vous suggère ou qu'on vous ait installé un pacemaker et ou un défibrillateur. Donc, ça la raison de ça, c'est vraiment pour aider à contrôler ou même surveiller les battements cardiaques qui sont anormaux. Si vous avez une arythmie et chez certaines personnes qui vont souffrir d'insuffisance cardiaque, ça se peut qu'ils installent aussi un pacemaker défibrillateur pour aider le travail de votre cœur ou prévenir pouvoir corriger des arythmies malignes, là, des arythmies qui sont problématiques. Maintenant, les maladies cardiaques plus fréquentes chez les femmes. On a vu les maladies cardiaques qui sont vues plus fréquemment de façon générale, mais il y a certaines maladies cardiaques qui sont plus fréquentes, plus spécifiques chez les femmes. Donc, on a l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection préservée. On va les détailler là, dans les prochaines sections. Donc, on a aussi la dissection spontanée de l'artère coronaire, un infarctus du myocarde sans obstruction des artères coronaires, de l'ischémie sans obstruction des artères coronaires. Et on a une autre maladie du cœur qui s'appelle le Takotsubo ou qu'on nomme syndrome du cœur brisé. Donc, l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection préservée. On a vu tantôt que de l'insuffisance cardiaque, c'est une maladie de votre cœur qui fait que la pompe de votre cœur n'est pas en mesure de fournir suffisamment de sang, donc de faire son travail de façon optimale. Donc ici à gauche, on voit un cœur normal, comme on a vu tout à l'heure avec les différentes chambres, les différentes structures. Mais quand on a une insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection préservée, c'est que l'insuffisance cardiaque n'est pas nécessairement associée au fait que la pompe n'est pas assez puissante, donc elle n'est pas capable de pomper assez fortement le sang. C'est que le sang qui est dans le ventricule est en moins grande quantité. Donc, à chaque fois que le cœur bat, qui envoie du sang dans votre corps, bien, il n'y en a pas assez
pour subvenir à la quantité d'oxygène qui serait requise par tous les organes et les muscles de votre corps. Ça, c'est de façon fréquente. La raison, c'est que la paroi du ventricule est plus épaisse. Fait que vous voyez à droite, comme le mur du ventricule est plus épais, donc il y a moins d'espace dans la chambre, dans le ventricule, pour le sang. Fait que le sang est en moins grande quantité dans la chambre, donc à chaque fois que le cœur pompe, il y a moins de sang qui va sortir, qui va se diriger vers l'artère, vers l'aorte. Fait qu'on appelle ça de l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection préservée. Maintenant, la dissection spontanée de l'artère coronaire, on peut voir ça DSAC ou entendre un SCAD. C'est en anglais, en fait, les acronymes en anglais, mais en termes médicaux, là, on appelle souvent ça un SCAD. Donc, une dissection comme ça de l'artère, c'est pas nécessairement à cause des plaques qu'on a vues tout à l'heure. Fait qu'il va arriver une obstruction de votre vaisseau, de votre artère du cœur, mais ça ne sera pas nécessairement une plaque qui va se rupturer puis qui va venir faire un caillot comme on a vu depuis le début. Donc à droite, on a l'infarctus traditionnel, les images, ça c'est ce qu'on a vu, le mécanisme qu'on a vu au départ. Alors qu'un SCAD, une dissection de l'artère coronaire, ça va être qu'il y a une déchirure dans les parois de votre vaisseau et qui vont se remplir de sang. Donc, la paroi qui se déchire va s'accumuler de sang à l'intérieur et ce sang-là va venir s'accumuler puis venir restreindre l'espace normal de votre vaisseau pour que le sang circule. Donc, ça peut causer un infarctus, mais on appelle ça un infarctus sur un SCAD, donc sur une dissection spontanée de l'artère coronaire. Puis, il y a 9 cas de dissection spontanée que ça va être sur des femmes sur 10. Dans le fond, 9 cas sur 10 vont être sur des femmes. Maintenant, l'infarctus du myocarde sans obstruction des artères coronaires, on appelle un MINOCA. C'est un infarctus qui va avoir une cause différente qu'une obstruction par une plaque d'athérosclérose. Il y a différentes causes qui peuvent être présentes dans un MINOCA. On vient d'en avoir une, le SCAD, la dissection de l'artère. Il peut avoir un vasospasme coronarien, donc ça se peut que votre vaisseau fasse un spasme, donc se contracte de façon exagérée, puis que ça vienne restreindre l'espace que votre vaisseau a pour faire circuler le sang. Il peut y avoir une thromboembolie qu'on appelle, en fait, c'est des caillots qui viennent vraiment tout simplement obstruer l'artère, mais que ce n'est pas nécessairement associé à une plaque d'athérosclérose. Et on peut aussi avoir une dysfonction qu'on appelle microvasculaire. Ça, c'est, on a vu tantôt qu'il y avait des vaisseaux principaux, mais il y a plein de petites branches qui vont aussi venir donner l'oxygène au cœur. Donc, ces vaisseaux principaux-là vont se séparer en plusieurs branches et qui vont devenir des petites branches. Et des fois, cette ischémie-là, cet infarctus-là peut être à cause d'une dysfonction qu'on appelle microvasculaire, donc de ces petites branches-là qui sont malheureusement pas nécessairement visibles dans les examens standards comme on a vu, comme la coronarographie là, tout à l'heure. Il y a d'autres maladies qui peuvent mimer un MINOCA. Par exemple, une myocardite, on a une inflammation au niveau du myocarde, donc du muscle du cœur, qui peut arriver par exemple dans le cas d'infections comme l'influenza ou d'autres infections. On appelle ça une myocardite là, virale. On peut avoir une maladie du cœur qui est non ischémique, donc qui n'est pas nécessairement associée à un manque d'oxygène au cœur. Et un Takotsubo qu'on va voir là, tout à l'heure. Donc, le Takotsubo, c'est une atteinte aux muscles du cœur qui est associée à un stress émotionnel ou physique qui est très intense.
C'est pour ça qu'on appelle ça le syndrome du cœur brisé. C'est un stress émotionnel qui est tellement intense qu'il va activer de façon excessive et brusque un- une cascade là, en fait de réponses hormonales d'un stress. OK? Fait qu'on a des hormones de stress qui vont être libérées quand on vit un stress. Mais dans le cas d'un Takotsubo, souvent, on va être capable de retracer une espèce de choc important. Il y en a, par exemple, que c'est suite à euh, que leur maison a pris en feu ou un deuil important ou d'autres, un accident de voiture ou d'autres événements, un gros stresseur intense qui peut être associé à ça. Fait que ça fait comme une réaction très, très intense des différentes hormones de stress qui vont venir faire modifier la paroi du myocarde, donc qui vont amener du stress important de la paroi et qui peut faire venir modifier en fait la structure du ventricule. Fait que le Takotsubo, ils vont souvent le voir par la forme euh, que le cœur peut avoir là, au moment de l'événement. Fait que souvent, ils vont quand même aller faire une coronarographie pour s'assurer que l'événement n'est pas euh, associé à une obstruction des vaisseaux. Donc, pour être sûr d'éliminer cette cause-là. Euh, mais une fois que tout ça est éliminé, puis qu'ils ont les indicateurs, par exemple, sur les échographies, les images de votre cœur, ben, on est capable sont capables de nommer ce diagnostic-là. Généralement, la fonction cardiaque va bien récupérer dans le temps. C'est sûr qu'au départ, vu qu'il y a comme une déformation du ventricule, ben, il va être moins efficace puis il va avoir une atteinte de la fonction de la pompe du cœur. Mais avec le temps et la récupération, généralement, il y a une bonne récupération de ça. Puis vous allez voir ça avec le suivi que vous allez avoir en cardiologie. La réadaptation cardiaque permet de bien récupérer d'un événement comme ça aussi et en même temps d'apprendre différentes stratégies pour bien contrôler votre, votre santé émotionnelle. On a fait le tour de ce qui est des objectifs là, du thème de cette semaine. C'est un bon résumé qu'on a fait. Ça fait beaucoup d'informations, donc vous pouvez le réécouter là, cette présentation-là au moment qui vous convient. Mais si vous voulez aussi en savoir plus, vous pouvez toujours aller sur le cardiaccollège.ca et aller sur le cardiaque collège pour femmes. Fait que vous avez l'onglet pour femmes et il y a une section là, qui est un des 5 piliers, qui est le premier, qui est traiter les maladies cardiaques. Puis dans cette section-là, vous avez d'autres cours vidéo ou d'autres ressources qui peuvent approfondir des sujets qui vous interpellent le plus. Si vous voulez avoir plus de détails sur les différents diagnostics qui sont plus fréquents chez la femme, je vous ai donné un bref aperçu. Par contre, il y a des courtes vidéos d'environ 2 minutes où on va spécifier les informations en lien avec ces diagnostics-là qui sont plus spécifiques et plus fréquents chez les femmes. Donc, vous pouvez regarder la série vidéo Santé cardiaque pour les femmes par des femmes qui se retrouve là, sur la même plateforme, le Cardiaque Collège pour femmes, dans la section là, Traiter les maladies cardiaques. Donc, vous allez pouvoir voir le thème qui vous interpelle le plus. Donc, on a l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection préservée, la dissection spontanée de l'artère coronaire, donc le SCAD, comme on a vu tantôt, l'infarctus sans obstruction des artères coronaires et la cardiomyopathie Takotsubo, comme on vient de voir. Mais vous allez avoir plus de détails sur ces vidéos-là. Donc, ça fait beaucoup de choses. En fait, ce thème-là, cette semaine, il y a beaucoup d'informations, mais comme j'ai mentionné, ce sont des informations qui sont essentielles pour le bon cheminement de votre réadaptation cardiaque. Donc, on vous encourage à revenir, à vous redemander cette semaine qu'est-ce que vous avez appris sur le fonctionnement du cœur, puis de quelle manière euh, le système cardiovasculaire peut être affecté, puis peut-être de faire un lien avec vous, votre condition cardiovasculaire.
Et sachez que vous pouvez en tout temps contacter l'équipe de réadaptation, donc le programme PREV, pour, euh, pour en savoir plus sur votre condition à vous. Et n'hésitez pas à revoir cette vidéo-là ou aller regarder sur le Cardiaque Collège pour femmes des informations plus spécifiques à vous. Donc, votre équipe de réadaptation est là pour ça aussi. Donc, demandez-vous s'il y a des choses qui restent à clarifier sur la compréhension de votre maladie cardiovasculaire. Donc, on a fait le tour sur savoir comment le cœur fonctionne, les différentes maladies cardiaques et chez les femmes plus spécifiquement, et les différents tests et procédures pour les maladies cardiaques. Donc, la semaine prochaine, comme j'ai mentionné tout à l'heure, on va parler des différentes conditions qui prédisposent à la détérioration des maladies cardiovasculaires, qu'on appelle les facteurs de risque. Donc, on va voir qu'il y en a beaucoup de ces conditions-là, de ces facteurs-là qui sont modifiables, ce qui veut dire qu'on a un pouvoir d'action, donc une manière de prendre contrôle de ces facteurs-là pour diminuer les complications futures de votre maladie. Donc, on va faire un lien fréquemment avec les notions qu'on a vues aujourd'hui, mais la suite des choses, c'est de voir quelles sont les conditions qui prédisposent à ces maladies-là, puis de quelle manière on peut en prendre contrôle.